Aujourd'hui, on va essayer de faire une continuité avec la formation de la semaine dernière et je vais vous présenter les trajectoires du nationalisme québécois en me concentrant spécifiquement sur ce qu'on pourrait appeler la période moderne, c'est-à-dire le mouvement indépendantiste depuis les années 60, depuis la Révolution tranquille. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire quelques commentaires sur l'actualité et qui sont en lien, bien sûr, avec la thématique de ce matin. Depuis notre dernière rencontre samedi dernier, nous avons pris connaissance de certaines positions adoptées par, disons, qualifions ça de partis frères, pour l'instant en tout cas. Ce ne sont pas encore des partis ennemis. Donc, Québec solidaire nous a annoncé qu'elle n'était pas disposée à faire la promotion de l'indépendance, qu'elle restait au neutre en ce qui concerne le mandat ou l'orientation confiée à l'Assemblée constituante. C'est donc une position de statu quo. Québec solidaire ne se considère pas comme un parti qui doit convaincre les Québécois de faire l'indépendance. Ils ont d'autres combats à mener que celui de l'indépendance. Plus étonnant peut-être, ce furent certaines déclarations au Parti québécois des candidats, des candidats à la direction du parti, puisque là, on se rend bien compte, avec cette course à la chefferie, qu'il n'y a pratiquement plus d'indépendantistes au Parti québécois. Il y a une candidate qui reste toujours mobilisée pour réaliser l'indépendance, c'est bien sûr Martine Ouellette, mais les 4 autres candidats nous proposent des versions plus ou moins différentes du fédéralisme renouvelé. Donc, le Parti québécois est en train de se dévoiler et, de toute évidence, si quelqu'un est élu qui n'est pas Martine Ouellette, il est certain que c'est pas le Parti québécois qui, à la prochaine campagne électorale, va faire la promotion de l'indépendance. Pourquoi je vous dis tout ça ce matin? C'est parce que ça montre qu'Option nationale a raison d'exister. Qu'Option nationale est la seule voie active pour la promotion de ce projet de pays. Nous sommes les seuls à faire du travail auprès de l'opinion publique pour convaincre nos concitoyens de devenir indépendantistes. Vous savez, quand je vais vous faire cette historique du mouvement indépendantiste depuis les années 60, vous allez vous rendre compte d'un phénomène assez incroyable. Si on prend la période des 150 dernières années, depuis l'adoption de ce qu'on appelle la Confédération canadienne, l'indépendance du Québec n'a été un enjeu politique que pendant 12 ans. Sur 150 ans de débat politique au Québec, la question nationale, la question de l'indépendance n'a été sur la place publique que pendant 12 ans. On s'étonnera alors de constater que les Québécois ne sont pas encore indépendantistes. Mais je pense qu'il est quand même remarquable et significatif de constater qu'il y a tout de même 40% de Québécois qui se disent souverainistes. Imaginez-vous si on avait fait la bataille dans les 50 dernières années pour l'indépendance, si toutes les forces dites nationalistes s'étaient mobilisées pour construire le pays, on l'aurait eu, ce pays. C'est donc l'absence du projet indépendantiste dans l'espace public qui est le facteur qui explique pourquoi certains Québécois sont encore réticents à vouloir changer le statut politique du Québec. Pour moi, ça, c'est un phénomène clé.
si on ne parle pas de l'indépendance, si ce n'est pas posé comme enjeu dans l'espace public, les gens ne peuvent pas y croire, ne peuvent pas prendre ça au sérieux. Ils sont, disons, imbibés par l'autre volet, l'autre vision de l'avenir du Québec, qui est la vision fédéraliste. Si vous êtes absent du débat, si votre option n'est pas au cœur des débats, ben, les gens vont aller vers ce qui est discuté. Ils vont penser et réfléchir en fonction de ce qu'on leur offre sur le marché politique. Et donc, voilà pourquoi je dis que c'est 12 ans. Je vais faire le calcul rapidement devant vous. L'indépendance a été politiquement un enjeu à partir de 1963, date de fondation du Rassemblement pour l'indépendance nationale, jusqu'en 1973. Je vais y revenir plus tard dans mon exposé. 1973, c'est l'élection où le Parti québécois obtient 30% des votes. Et après, en 1974, on adopte la stratégie étapiste et la stratégie du référendum. À partir de ce moment-là, la question de l'indépendance n'est plus au cœur du débat. Ce qui est au cœur du débat, c'est le bon gouvernement. On doit ajouter 2 années, les 2 années où Jacques Parizeau a été à la direction du Parti québécois, où effectivement, ça a été posé comme enjeu central dans la politique du gouvernement péquiste. Mais, à part ces 12 ans, dans les autres périodes, la question d'indépendance est passée sous silence. Ce que j'essaie de vous montrer ce matin, c'est que l'histoire est importante pour les militants. L'histoire sert à quelque chose pour les militants. Ça sert à tirer des leçons des expériences passées. Ça sert à éviter les recommencements. Et ça sert donc à faire progresser le peuple auquel on appartient. On ne fait pas de l'histoire simplement pour connaître des faits. On fait de l'histoire pour comprendre ce qui nous est arrivé collectivement et surtout éviter de répéter les mêmes erreurs que les générations antérieures ont commises. C'est pour ça que c'est important de connaître notre histoire. Voilà donc le but de mon exposé de ce matin. On a vu la semaine dernière que le premier mouvement indépendantiste est apparu dans la première moitié du 19e siècle et par la suite, avec l'acte d'union et l'adoption de la Confédération canadienne, le mouvement indépendantiste a été complètement évacué du débat politique au Québec. On a vécu pratiquement un siècle de silence sur la question de l'indépendance nationale. De 1840 à 1950, aucune force politique au Québec n'a pris en charge la défense de la liberté du peuple québécois. Aucun des partis politiques québécois n'a repris le combat des patriotes. Et il faut donc, pour suivre la trajectoire du mouvement indépendantiste, il faut rappeler quelques faits qui concernent le nationalisme qui apparaît après 1867. Je pense qu'une des difficultés que nous connaissons dans le mouvement indépendantiste, c'est cette incapacité à distinguer ou à différencier entre le nationalisme et l'indépendantisme. Ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes valeurs ni le même projet qui sous-tendent
les deux mouvements. Et une partie des problèmes que l'on vit actuellement résulte de la confusion que l'on fait entre ces deux tendances de la société québécoise. Il y a des nationalistes qui sont fédéralistes, il y a des nationalistes qui sont indépendantistes. Et souvent, on mélange tout ça. Et en particulier au Parti québécois, on voit comment on joue avec des valeurs nationalistes et des valeurs indépendantistes. Donc, pour bien saisir les implications de l'acte d'union et de la confédération, il faut comprendre la psychologie ou la mentalité des nationalistes canadiens-français qui vont essayer, après l'échec des patriotes, de sauver les Canadiens français. Donc, 1867, pour les nationalistes canadiens français, c'est une date fondatrice, parce que c'est la date où le Québec retrouve un statut juridique, c'est la date où le Québec retrouve une forme d'autonomie qui permettra aux élites cléricales ou à l'Église d'instaurer son emprise sur la société québécoise. Vous savez, par exemple, il y a un nationaliste que tout le monde aime bien, que tout le monde apprécie, c'est le chanoine Lionel Groulx. Alors, le chanoine Lionel Groulx nous a expliqué dans ses livres d'histoire que la Confédération canadienne, c'est nous, Canadiens français, qui l'avons imposée aux Canadiens anglais. Le nationalisme canadien-français manifeste un fort attachement à la Confédération, qui d'ailleurs, en passant, n'a jamais été une confédération, mais ça aussi, c'est un autre problème qu'on a, c'est la fameuse théorie du pacte entre les deux nations. En principe, le Canada de 1867 résulterait d'une entente entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Ce qui est totalement faux, puisque c'est une loi qui a été passée par le Parlement britannique de Londres. Mais dans notre psyché collective, dans notre mentalité, on a fait croire aux Québécois, aux Canadiens français, que ce régime politique nous avait été bénéfique, parce qu'il avait assuré la préservation de la langue, de la culture et des institutions canadiennes françaises. Dans la mesure où, effectivement, le peuple canadien-français reprend possession d'un lieu de pouvoir politique qui est l'État provincial, l'État du Québec. Et donc, il y a un très fort attachement. Hein, c'est ça qu'il faut qu'on... écoutez, c'est ça le problème qu'on a, nous, indépendantistes, c'est qu'une partie de notre public, de notre population, a un attachement profond à l'identité canadienne. Et ce sont les nationalistes qui sont responsables de cet attachement au Canada. Parce que le Canada, eux, les Canadiens anglais ont fait leur chemin, ont fait leur politique comme bon leur semblait. Ils ont eux-mêmes adopté des politiques vexatoires et discriminatoires à l'endroit des francophones. Pensons, par exemple, à la pendaison de Louis Riel. Pensons aux deux crises de la conscription, où on a imposé aux Canadiens français l'obligation d'aller se battre pour l'armée britannique. Mais indépendamment de ces vexations, les élites ont valorisé pendant un siècle l'identité canadienne et les institutions politiques canadiennes. On se retrouve donc avec un nationalisme canadien, français, qui est conservateur,
qui s'appuie sur des valeurs traditionnelles et qui est fermé au changement. Ça, c'est l'idéologie qui va dominer la société québécoise jusque dans les années 50. Et qui était particulièrement incarnée par Maurice Duplessis. Bon. Comme mon objectif, c'est pas de vous parler de cette époque-là, je vais commencer à aborder l'apparition. Dans quelles conditions, comment est apparu dans cette société fermée, rurale, traditionnelle, comment est apparu le mouvement nationaliste dans les années 50. En fait, l'idée de l'indépendance se construit sur la base des changements socio-économiques qui surviennent avec la guerre et dans l'après-guerre. Autrement dit, le modèle de la société canadienne-française ne correspondait plus à la réalité du monde moderne. Bon. Il y avait un décalage entre ce qu'on avait comme valeur et ce qu'on vivait comme individu. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, les Québécois se retrouvent massivement dans les villes. Les Québécois se retrouvent comme main-d'œuvre bon marché dans les entreprises. Entreprises, évidemment, propriété des capitaux anglophones. L'État canadien est au service du développement du Canada. Et donc, il adopte des politiques de welfare state, des politiques de centralisation du pouvoir à partir des années 30 et 40 pour faire face aux problèmes engendrés par la crise économique. Ces politiques, tout à fait légitimes pour n'importe quelle société, entrent directement en contradiction avec le modèle autonomiste québécois. Une assurance pour les pensions de vieillesse, une assurance santé, de l'aide aux mères nécessiteuses, les allocations familiales, tous ces programmes fédéraux constituent des ingérences dans les champs de compétences de la province de Québec. Et c'est là où les contradictions que vivent les citoyens dans leur vie quotidienne, et la faiblesse de l'État québécois sous le règne de Maurice Duplessis, ces deux éléments-là vont se combiner pour susciter un réveil, une prise de conscience. Il faut que ça change. Il faut qu'on modifie notre rapport à l'État, puisque dans la perspective du nationalisme traditionnel canadien-français, l'État ne doit pas intervenir. C'est l'Église qui est l'institution centrale de la collectivité canadienne-française. L'État doit rester en dehors. Et ça, c'est tout à fait logique, hein? C'est la vision traditionnelle de l'État. L'État ne se mêle pas du développement économique. L'État ne se mêle pas du développement social, ni du développement culturel. L'État ne fait rien. Bon. Ceci n'est plus possible dans une économie moderne. Et toutes les sociétés occidentales, à partir de la logique keynésienne, dans les années 30, 40, 50, vont faire appel à l'État comme moteur du développement économique, pour soutenir la demande, pour soutenir l'emploi, pour aider les gens qui ont des difficultés financières. Alors, vous voyez la contradiction où se trouve le Québec. On a un État, mais on s'en sert pas. On a une population qui est pauvre, une population qui est sous-scolarisée, une population qui, sur le plan des revenus, occupe le 12e rang sur 13 possibles au Canada. On prend conscience, donc, à partir du début des années 60, qu'on ne peut plus continuer comme société à fonctionner avec un État embryonnaire. Il faut donc développer les fonctions de l'État. Et c'est ça le but de la Révolution tranquille. Et on verra à partir de 1960 comment l'État va prendre en charge le développement de l'éducation, la santé, les affaires sociales,
le rayonnement international du Québec, le développement économique du Québec, les nationalisations des compagnies d'hydroélectricité, l'État québécois devient un acteur déterminant du développement de la société québécoise. C'est une révolution par rapport au passé. Et qu'est-ce qui se produit? Les Québécois se disent « Wow! Ma vie a changé grâce à qui? À l'État. C'est l'État du Québec qui m'a permis d'aller à l'université parce qu'on institue des prêts-bourses pour les étudiants dans les années 60. Je vous donne un exemple, mon cas personnel. Bon, moi j'ai fait mon collège classique. En 1960, je débute et mon père me fait venir, il me dit « Mon cher Denis, je peux te payer ta première année au collège classique, mais pour la deuxième année, ça ne sera pas possible. Tu as 4 frères et je ne peux pas tout investir sur toi. » Bon. J'ai été béni des dieux. Pourquoi? Parce qu'en 1961, donc l'année suivante, le gouvernement Lesage rend l'éducation obligatoire jusqu'en 11e année, inclusivement. Ça veut donc dire que je peux poursuivre mon classique parce que l'État québécois finance maintenant mes études. Et donc, je fais mon classique, je fais l'université, je deviens professeur d'université. C'est pas le Canada qui m'a aidé, là. Le Canada, je ne lui dois rien. C'est l'État du Québec qui m'a permis de réaliser mes aspirations individuelles. Alors, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est comment le développement des fonctions de l'État va mobiliser les jeunes Québécois, il va leur montrer à quoi ça sert le contrôle du pouvoir politique. C'est comme ça qu'on a pris conscience que le statut que nous avions dans le Canada ne nous permettait pas de nous affirmer collectivement ni individuellement. Et c'est ça qui est la clé, la jonction entre les besoins collectifs et les besoins individuels. Alors, cet État va donc devenir le centre d'intérêt de la société québécoise. Et c'est à partir de ce moment-là que l'identité change. On ne se définit plus comme des Canadiens français, on se définit comme des Québécois. Alors, le nationalisme nous avait bloqués pendant un siècle, et là, le nationalisme, l'identité à l'État du Québec, devient un facteur constructif pour la société. Et ça va, paradoxalement, cette évolution socio-économique du Québec, avec la prise en charge des fonctions par l'État, les fonctions de développement par l'État, va devenir une contradiction avec le fédéralisme canadien. Pourquoi? Parce que la majorité des impôts est perçue par Ottawa, mais c'est Québec qui fournit les services. C'est Québec qui finance l'éducation, la santé, etc. Donc, les libéraux prennent conscience des contradictions du système politique canadien. Le Canada n'est pas en mesure de répondre aux besoins de la société québécoise. Et en pire, le Canada est une entrave, en particulier, par exemple, sur la scène internationale. Quand le Parti libéral décide d'étendre l'action du Québec sur la scène internationale, le Canada rue dans les brancards et essaie de bloquer cette avancée du Québec à l'étranger pour faire des relations internationales avec la France, avec la Belgique et avec les pays d'Afrique, avec les pays francophones. Donc, vous avez tous ces éléments-là qui se conjuguent pour amener les élites, les nouvelles élites libérales au pouvoir, à se dire, le fédéralisme, ça ne marche plus. Vous savez, pendant un siècle, au Québec, on était des adorateurs du fédéralisme. Hein? On ne contestait pas du tout. On était tranquille. Tout ce qu'on demandait, c'est de respecter la Constitution de 67. C'est ça le discours politique pendant un siècle. Respecter le partage des pouvoirs dans la Constitution que Michel Sarah-Bourdin nous a exposé la semaine dernière.
Pas de demande. Le Québec ne fait pas de demande. Le Québec ne demande rien à Ottawa. Au contraire. C'est plus possible à partir de la Révolution tranquille. Le Québec veut réformer la Constitution canadienne. Et là, le Canada anglais se réveille, et c'est la célèbre phrase « What does the Quebec want? » Ils viennent de se rendre compte que les choses ne sont plus aussi simples qu'avant. Donc, les libéraux vont faire des demandes au gouvernement canadien pour augmenter la part de l'impôt que le Québec peut percevoir pour financer les différents programmes que l'État met en place. Les libéraux n'ont pas été très exigeants sous Jean Lesage. Ils demandaient de récupérer 25 % de l'impôt sur les particuliers. Bon. L'Union nationale, qui est pourtant un parti traditionnel, un parti, pour ainsi dire, archaïque, l'Union nationale, elle, va être beaucoup plus audacieuse avec Daniel Johnson. Avec Daniel Johnson, on va demander de récupérer la totalité des pouvoirs de taxation du fédéral. Et Daniel Johnson, vous le savez, écrira un livre en 1965 intitulé « Égalité ou indépendance ». Voilà, on pose la problématique. Les Canadiens français devront être égaux aux Canadiens anglais dans le Canada, ou ce sera l'indépendance. S'ajoute à ça Charles de Gaulle, qui vient en 1967, il y a 50 ans maintenant, presque, déclarer « Vive le Québec libre ». Voilà donc le portrait du Québec des années 60, où les choses bougent et où de nouvelles revendications s'affirment pour soutenir les besoins de l'État québécois. C'est dans cette mouvance que les mouvements indépendantistes vont se créer. Ils vont se créer à la veille des années 60. À la fin des années 50, on a des petits groupes des groupes intellectuels pour l'essentiel, qui commencent à penser à l'idée d'indépendance. Le RIN est fondé en 1960. Il devient parti en 1963. Et donc, à partir de 1963, il y a un parti politique qui défend l'idée du Québec indépendant. Un autre parti va apparaître en 1964, c'est le Rassemblement national, qui regroupe des créditistes qui seront surtout influents dans la région de Québec, la Beauce, et en Abitibi et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces deux petits partis, et je vais essayer maintenant de vous expliquer l'utilité des petits partis. Je pense que ça peut être intéressant pour nous, d'Option nationale. Donc, ces partis vont donc contester le régime politique canadien et ils vont proposer des réformes beaucoup plus substantielles. En particulier, ils vont proposer l'adoption d'une république québécoise, ils vont proposer l'adoption d'un régime laïque. C'est quand on a discuté de la Charte des droits et de la laïcité il y a 2 ans, c'était pas une nouveauté, là. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Dans notre histoire, on a des antécédents. C'est un projet qui date de plus de 50 ans, créer un Québec indépendant, républicain et laïque. Donc, le RIN et le RN vont réunir 10 % des électeurs en 1966 et faire battre le Parti libéral. Et donc, ils ouvrent la porte à l'arrivée de l'Union nationale au pouvoir en 1966. Ces nouveaux partis vont contribuer à rénover la vie politique québécoise. Ce sont des innovateurs. C'est eux, en particulier le RIN, qui introduit le financement démocratique par les membres. Formule que le Parti québécois va reprendre plus tard avec la loi sur le financement des partis politiques. C'est eux qui adoptent le principe que les membres doivent voter le programme de leur parti.
que les membres doivent choisir leur candidat. Autrement dit, la démocratie interne des partis, elle est apparue dans le cadre des nouveaux partis indépendantistes au début des années 60. Ce sont aussi des partis, en particulier pour l'aérienne, qui développent de nouvelles stratégies d'action politique. Ils ne se contentent pas de faire des élections. Ils font des manifestations dans les rues. Ils vont appuyer les travailleurs en grève. Ils vont distribuer des tracts, faire du porte-à-porte, organiser des assemblées de cuisine. Ça ressemble beaucoup à ce que nous, à Option nationale, on fait aujourd'hui. Mais ce que je veux que vous compreniez, on a eu des prédécesseurs. On n'est pas là pour inventer à chaque génération les mêmes scénarios. Ça a déjà été fait, ce qu'on fait. Le problème, c'est que ça n'a pas été poursuivi. Il y a eu une interruption, et ça, je vais en parler tout à l'heure. Donc, il y a eu une coupure, à un moment donné, entre l'action militante indépendantiste et l'action électorale de partis qui se disent indépendantistes. On peut donc dire que dans les 8 ans, le RIN, évidemment, s'est dissous en 68, lorsque le Parti québécois s'est créé. René Lévesque, après la visite du général de Gaulle, a réfléchi à la question nationale et s'est dit qu'il allait développer un nouveau projet, le projet de souveraineté association, et il a donc fondé le Parti québécois en 68. Et donc là, le Rassemblement pour l'indépendance nationale a décidé de se dissoudre pour que ses membres retrouvent le Parti québécois. Alors, le Parti québécois va donc reprendre le projet indépendantiste, mais avec des modifications substantielles. Évidemment, le fait que un ancien ministre prenne le flambeau, ça donne des allures de crédibilité à l'idée d'indépendance. Le Parti québécois a fait beaucoup, là, je pense qu'on peut le critiquer, mais il a quand même fait beaucoup pour diffuser l'idée d'indépendance dans la population québécoise. Et ce qui a contribué au succès du Parti québécois, c'est bien sûr la crédibilité de ses dirigeants, en particulier René Lévesque. Ça va donc donner une allure de respectabilité, une allure de compétence, parce que dans le Parti québécois, on va retrouver les hauts fonctionnaires qui ont été les animateurs de la Révolution tranquille. Je pense à Jacques Parizeau, à M. Claude Morin. Malheureusement, il fait des bons coups et des mauvais coups. Bon, pendant des années, il a été au service de la Gendarmerie royale du Canada, tout en étant ministre d'un gouvernement péquiste. C'est quand même, il faut le faire. Dans la confusion mentale, c'est difficile à battre. Donc, voilà, il y a eu des acquis grâce aux personnes qui vont militer dans le Parti québécois. Toutefois, il y a des déviations aussi qui s'introduisent. Le but de l'action politique au Parti québécois est beaucoup plus de faire élire des candidats que de parler d'indépendance. On est plus lié à des stratégies électoralistes. Et évidemment, on va donc délaisser tout l'aspect militant des affaires. Est-ce que ces gens-là ont été reconnaissants? Est-ce qu'ils sont devenus indépendantistes? Certains, oui, mais la très, très grande majorité du monde des affaires, et on en discutait encore ce matin dans la voiture, la très grande majorité du monde des affaires, c'est des gens qui sont restés profondément subordonnés à Toronto et au monde des affaires anglophones. Et donc, les Québécois qui ont profité des avantages de la loi 101 se sont sentis en sécurité économique et sociale et se sont dit, mais là, pourquoi on irait plus loin? On a eu ce qu'on voulait. Alors,
ce que j'essaie de vous montrer, c'est que oui, on peut faire de très, très bonnes politiques pour le Québec, mais ça ne fait pas avancer la cause de l'indépendance. Ça ne fait pas avancer la cause parce que pendant qu'on vante les mérites du pouvoir provincial, bien sûr qu'on ne parle pas de l'indépendance du Québec, on ne critique pas l'État fédéral canadien et on fait croire aux Québécois que tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, il faut être un peu cohérent, il faut avoir une stratégie. Si on est véritablement déterminé à faire l'indépendance du Québec, il faut avoir une stratégie qui fait avancer, qui fait progresser l'idée d'indépendance dans l'opinion publique. Si vous concentrez l'attention de l'opinion publique pendant des générations, des décennies, sur les problèmes de société, sur le projet social, sur le développement économique, sur les garderies, etc., et que vous ne posez pas les contradictions du Canada, que vous ne posez pas la question nationale aux gens, les gens vont se dire, c'est pas important. Pourquoi se préoccuper du statut politique du Québec? Ça n'a pas d'importance, puisque les partis n'en font pas un enjeu majeur dans les débats publics. Alors voilà pourquoi il faut comprendre l'histoire, parce que ça nous évite de répéter ce que les générations antérieures ont fait de toute bonne foi. Mais nous, on n'a plus d'excuses, puisqu'on sait comment ça va tourner. Quand je vois des gens qui nous disent, comme M. Marceau, il faut revenir au fédéralisme renouvelé, comme si on n'avait pas déjà joué dans cette pièce de théâtre du fédéralisme renouvelé. Écoutez, il y a les plus grands fédéralistes québécois qui se sont cassés les dents sur le fédéralisme renouvelé. Le Canada n'en veut pas et le Canada a le pouvoir. Et le Canada n'a aucun intérêt à renouveler le fédéralisme. Tout va bien au Canada. Alors, on veut encore nous amener dans des cul-de-sac. Et là, on tombe dans la stupidité, excusez-moi, mais quand on nous dit « Ouais, mais c'est parce qu'on veut que le Canada nous dise non, parce qu'après ça, les Québécois vont dire oui à l'indépendance. » C'est prendre les Québécois pour des tartes. Ça n'a pas d'allure, penser de cette façon. Comment allons-nous construire un pays sur un sentiment de rejet? Il faut construire un pays sur des valeurs positives. Il faut donner une vision constructive de l'avenir. Et non pas, ouais, on va être indépendant, bien parce que c'est notre sortie, c'est notre roue de secours, c'est notre sortie, notre dernier recours, on n'a pas le choix. Ils n'ont pas voulu faire des réformes. Imaginez-vous, c'est une grosse motivation, ça, pour être indépendant. Donc voilà, mes amis, en quoi l'histoire du mouvement indépendantiste peut nous servir actuellement pour comprendre les positions respectives de nos amis péquistes. Ils sont enfoncés dans le fédéralisme renouvelé, dans le provincialisme. Et, bon, pas tout le monde, heureusement, mais la majorité des candidats actuellement qui se présentent à la direction veulent, encore une fois, nous entraîner sur des chemins qui mènent nulle part. Et donc, il reste des forces comme la nôtre qui peuvent servir d'aiguillon. Ce qu'on fait est très utile parce que ça montre les contradictions des autres partis. Et c'est comme ça qu'on fait un débat. Et c'est comme ça qu'on peut convaincre des gens de changer d'opinion si on réussit à leur donner une vision claire de l'avenir. Ce qui nous tue politiquement, c'est la confusion, c'est l'incapacité de poser clairement l'indépendance comme enjeu. C'est pourquoi ça nous tue? Parce que si vous n'avez pas confiance en votre option, si vous la cachez, comment voulez-vous que les gens aient confiance en vous? Répondez à cette question, cher ami. Merci.